une candidate à la maîtrise en service social. Elle a déposé son mémoire et tout devrait très bien aller. Alors, je veux y faire un clin d'œil aussi. Et c'est un projet qui a été mené en collaboration avec des gens qui travaillent beaucoup en soins palliatifs à Montréal et à Québec et en France. À Montréal, il y avait surtout Patrick Durivage et Joanne Desrochers. Il y avait Tanguy Châtel en France, qui est responsable du volet français du projet. Serge Dumont, que les gens connaissent beaucoup à Hermos, qui est professeur retraité à l'École de service social. Et Alain-Philippe Lemieux, qui est le directeur de la maison Michel Sarrazin. Ça, ce sont nos collaborateurs. OK, parce que là, François, on se suit. OK, c'est bon. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est de vous décrire la démarche du projet. Le projet avait pour titre pouvoir bien finir sa vie chez soi, des meilleures pratiques et des innovations solidaires. Je vais vous en parler davantage de ce que c'est. Mais identifier, s'approprier des pratiques utiles. C'est un échange où vraiment on est allé voir ce qui se faisait ailleurs pour voir comment on peut se l'approprier ici. Donc, c'est quoi les facteurs qui facilitent ou qui freinent l'appropriation d'initiatives qu'on a vues ailleurs aussi pour les implanter au Québec. Et on propose des pistes de discussion, de réflexion sur les initiatives aussi. Maintenant, là, je vais vous présenter rapidement le projet. Je vais vous parler des initiatives françaises pour vraiment vous les partager davantage. Puis on va avoir une discussion, conclusion, période d'échange, etc. Le projet, lui, s'est créé dans un contexte où on parle de plus en plus de pouvoir finir ses jours à domicile, pouvoir finir sa vie à domicile. Je voudrais juste ajouter que c'est pas nécessairement seulement pour les personnes qui sont en soins palliatifs, c'est-à-dire les personnes malades atteintes d'un cancer ou d'une maladie comme celle-là. C'est vraiment aussi aux personnes âgées qui sont en grande perte d'autonomie et qui souhaitent, pour ceux en tout cas ou celles qui souhaitent finir leur jour à domicile. Donc, et même les jeunes, parce que dans ce projet-là, il y a un volet aussi, il y avait un volet pédiatrique. Joanne Desrochers, qui est avec nous, qui vient de Montréal, elle était au Fort Enfance-Famille, donc c'est vraiment la préoccupation même pédiatrique. Alors, c'est beaucoup lié aussi aux enjeux du vieillissement, parce que moi, j'ai comme un double allégeance, c'est-à-dire je m'intéresse au bénévolat puis au volet psychosocial en soins palliatifs, mais aussi sur le vieillissement. Je suis au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Je suis retraitée du Centre d'excellence sur le vieillissement. Alors, il y avait des enjeux vraiment qui sont liés aux aidants, la volonté des aidants, des personnes aînées de mourir à domicile, mais des aidants aussi de pouvoir accompagner, là je l'ai mal formulé, je m'excuse, mais de pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent mourir à domicile. Il y a la question de l'épuisement des aidants, l'isolement social, il y a des personnes qui sont vraiment plus isolées que d'autres. Est-ce que c'est possible pour elles de les rejoindre et de finir leur jour à domicile? Les limites du bénévolat en soins palliatifs aussi, hein, parce que les bénévoles sont présents en soins palliatifs, mais ils ont des limites. Les transformations du système de santé actuellement qui peuvent faire varier des choses, etc. Donc, on était dans ce contexte-là quand il y a un projet qui a été concocté en 2 volets. Le premier volet est terminé. Le premier volet s'intitulait « Vivre sa vie à domicile ». C'était aussi un regard croisé franco-québécois, mais qui portait davantage sur les soins palliatifs à domicile, le volet soins et l'intensification des soins jusqu'au décès à domicile. Ça s'est terminé en 2017, ce projet-là. Et 2017-2018, cette année, on a travaillé sur le deuxième volet qui s'intéresse davantage, toujours sur le même thème, hein, pouvoir bien finir sa vie chez soi, mais qui s'intéresse davantage aux meilleures pratiques et innovations solidaires, c'est-à-dire, je vous dirais en gros, c'est davantage le volet psychosocial. Parce qu'il y a quand même pour nous 2 piliers aux soins palliatifs, hein, le pilier qui est davantage les soins, mais il y a un pilier psychosocial qui est très important. Et quand je dis psychosocial, je le répète, mais je parle des proches aidants, de l'action bénévole, des soutiens de proximité, etc. Ici, je passe rapidement, mais c'est un projet franco-québécois qui a eu plusieurs soutiens financiers. Au Québec, ici, vous reconnaîtrez le CVQ, la maison Michel Sarrazin. Évidemment, il y avait la coopération franco-québécoise, Phare Enfance Famille, et il y a aussi eu des sous qui nous sont venus de la France pour le volet français. Les objectifs du projet comme tel, pas de la communication d'aujourd'hui, mais du projet,
Ah, François, il veut que je parle plus lentement. Non, 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 c'est moi, il faut que je gère trop plein de choses, puis je t'en retarde un peu. Continue. Désolé. Non, c'est bon. Les objectifs du projet, c'était d'identifier et de décrire différentes initiatives françaises et québécoises. J'ai dit inspirantes. Et là, c'est une parenthèse personnelle. J'ai plus de difficultés avec le terme novateur. Parce que maintenant, dans nos projets, on veut tout le temps trouver des choses novatrices. Et des fois, je regarde ça puis je me dis, c'était peut-être déjà là avant, mais on l'avait pas vu, etc. Donc, j'ai une petite réticence à parler toujours d'innovation, comme si ça venait d'arriver. Mais c'est vraiment des pratiques qui peuvent nous inspirer au Québec. Mieux connaître la manière dont les solidarités, j'y reviens encore, proche aidante, solidarité locale, le bénévolat, concourent au soutien de la personne malade et de ses proches à domicile. Améliorer l'accompagnement, évidemment, c'est toujours le but qu'on souhaite le plus aussi. Puis on avait aussi un autre objectif qui était de recenser ou de décrire certaines ressources qui utilisaient plus le numérique, les nouvelles technologies, etc. Ce qui n'est pas toujours aussi évident, même actuellement, même si ça se développe, c'est pas toujours aussi évident. Aujourd'hui, on a un exemple, hein, vous êtes à distance, puis c'est de la technologie, mais on a vu que parfois, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Maintenant, je vais vous parler des initiatives françaises. En fait, il y a des gens qui sont à distance. Tout à l'heure, je voyais, il y avait quelqu'un d'Albatros, etc. Donc, il y a un groupe de Français qui sont venus ici, une délégation française, qui ont rencontré des Québécois, des initiatives québécoises qui se sont fait parler de comment ça se passe au Québec. Moi, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ce que nous, on a vu en France. La façon dont on a fonctionné, j'ai écrit démarche et non méthode parce que vous comprendrez que c'est pas une recherche. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un échange. Hein, en fait, c'est un projet où on a échangé sur nos pratiques. Donc, c'est pas nécessairement un projet de recherche, mais dans la démarche, on était quand même très organisé. On a eu des critères pour présélectionner les initiatives qu'on irait voir en France et celles qu'on a présentées aux Français aussi au Québec. On a fait des rencontres de groupe ensuite, c'est-à-dire que on n'a pas rencontré les organisations ou les personnes une après l'autre. On les a rencontrées en petits groupes pour pouvoir être témoins de plus d'initiatives dans le peu de temps qu'on avait pour les rencontrer, mais aussi parce que autour de la table, il y avait l'effet bénéfique que les gens se parlaient entre eux et découvraient même au Québec des initiatives ou recréaient des liens avec des organismes du milieu, de leur milieu. Puis ensuite, quand je dis on a analysé des propos recueillis, disons qu'on en a fait une synthèse. Puis aujourd'hui, c'est vraiment, tu sais, une synthèse, ça reste bref et c'est sûr qu'on va pas dans le détail, mais je vais vous présenter la synthèse de propos qu'on a recueillis, mais aussi on a retenu, parce que ça aurait été difficile de tout présenter dans une seule communication, mais on a retenu des initiatives qui vraiment étaient plus parlantes pour les gens de la délégation pour vous les présenter en bref. Puis, je dis vous les présenter en bref, mais je pense, François, que le PowerPoint peut être disponible. Puis, sur le PowerPoint, vous allez voir tout à l'heure, il y a un tableau avec tout le nom des organismes ou des initiatives. Et je pense qu'en allant sur Google, vous pouvez avoir plus d'informations sur chacune de ces initiatives-là, si vous le souhaitez. Oui, on va mettre le PowerPoint sur notre site web, okay. recherche-palliatif.ca. On va le mettre dans les prochains jours. Fait que ça vous permettra d'aller plus loin s'il y a des initiatives là-dedans qui vous intéressent davantage, qui vous interpellent davantage. Quand on a choisi les initiatives, je reviens à la démarche, là, vraiment, on avait des critères de sélection on a voulu, comme je vous disais tout à l'heure, on a voulu ouvrir pas seulement la clientèle adulte, mais la clientèle pédiatrique, qui est souvent une clientèle oubliée, ou en tout cas moins connue, je dirais, de l'ensemble. Un caractère innovant des services offerts, parce qu'on cherchait quelque chose d'inspirant, de nouveau peut-être. Potentiel de transférabilité, c'est-à-dire est-ce qu'au Québec, on pense que c'est quelque chose qui peut être possible de penser et installer au Québec.
On a voulu aussi rencontrer évidemment des organisations ou des initiatives qui étaient en opération, c'est-à-dire pas seulement des projets qui devraient se faire plus tard, mais des choses qui existaient et qui étaient en cours de réalisation. Puis aussi la disponibilité, parce qu'on a fait un court séjour en France, il fallait que les gens soient disponibles et prêts à nous rencontrer. L'exercice de priorisation a été fait par la délégation québécoise. On a parlé aux membres français du projet de nos besoins, des possibilités, de ce qui nous semblait intéressant pour les Québécois. Puis eux, de leur côté, sont allés recueillir les initiatives ou rencontrer les personnes. Il fallait aussi tenir compte qu'on avait une courte durée de séjour, puis aussi de la disponibilité des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on a commencé, on était une délégation de 3 personnes. On a essayé qu'elle soit le plus représentative possible, la délégation. Donc, il y avait quelqu'un de Montréal qui intervient davantage dans une équipe de soins palliatifs ou auprès des personnes âgées, qui est dans une équipe de Montréal qui s'appelle le CREGES, qui s'intéresse à l'inclusion des personnes âgées, mais aussi aux soins palliatifs. Puis lui, il est à l'ouest de Montréal, donc il y a toute une clientèle anglophone, allophone, ça allait chercher d'autres réalités culturelles. Il y a une personne du Fort Enfance Famille, Joanne, qui est la directrice du Fort Enfance Famille, qui est venue, puis moi qui étais plus dans le domaine du vieillissement ou des soins palliatifs pour les adultes ou rattachés à la maison Michel Sarrazin, que je connais bien. Et on a rencontré au départ, quand on est arrivé là-bas, avant de se lancer dans la tournée des initiatives, on a rencontré quelques personnes qui nous ont aidés à mieux saisir aussi la problématique là-bas, puis comment ça se passe là-bas, l'organisation. Je vous dis pas que j'ai ramené un organigramme, c'est pas toujours facile de se retrouver dans toutes les organisations en France, mais la même chose pour les Français quand ils viennent ici. Parfois, c'est compliqué pour eux de voir un petit peu le fonctionnement plus général du système, mais on s'est intéressé à ça. Voici le tableau des initiatives ou des organisations qu'on a rencontrées. Je vous les lirai pas toutes, vous les avez, vous allez avoir le PowerPoint. Et c'est à partir de ce tableau-là que je vous disais, vous pouvez aller voir davantage sur Internet. Mais c'est vraiment c'est vraiment aussi, on a essayé que ça corresponde aux critères qu'on avait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a essayé d'inclure des gens qui étaient autant dans l'univers des adultes, du vieillissement, et des gens de la pédiatrie autour de ça. On a essayé de rencontrer des organismes communautaires, ce qu'ils appellent là-bas des associations, entendre parler aussi du soutien aux aidants, et de l'action bénévole. Donc, on a essayé de faire un tour de la question en allant voir tous ces organismes et initiatives-là. Puis, on a essayé, pour faire la synthèse, on s'est dit, pour présenter aux gens, vraiment pouvoir organiser nos résultats, parce que c'était pas évident, on a travaillé avec l'idée du continuum, d'un parcours de soutien psychosocial. Mais c'est certain que les frontières sont pas étanches, puis il y a des initiatives qui interviennent pas seulement dans une des étapes du parcours, mais on trouvait que ça nous aidait à organiser le matériel qu'on a trouvé, parce que de pouvoir accompagner les gens en fin de vie et même dans le deuil, il faut partir de plus loin. Donc, on a commencé à s'intéresser même à des associations qui travaillaient à la lutte contre l'isolement social, etc., qui fait que souvent, ces personnes-là qui sont plus isolées, on a plus de difficultés à les rejoindre même quand ils sont malades à domicile. Puis ensuite, quand vient un moment dans notre vie où là, on a vraiment besoin de davantage de soutien à domicile, quand on a besoin que les services s'intensifient, et l'accompagnement vraiment de fin de vie et de deuil aussi. La première étape, je vais vous présenter 2 initiatives qui ont retenu notre attention, qu'on trouvait qui étaient plus rattachées à la première étape, même si ça va jusqu'au bout. Eux, ils commencent vraiment au tout début du continuum qu'on a mis là, du parcours. Je vais d'abord vous parler de Mona Lisa, puis ensuite, les petits frères des pauvres sont membres de Mona Lisa, donc ça va se compléter. Mona Lisa,
C'est le nom pour le projet qui s'appelle Mobilisation nationale contre l'isolement social des aînés. En fait, en France, quand il y a eu les canicules en 2003, il y a eu une grosse prise de conscience que des gens pouvaient mourir seuls à domicile dans des conditions très difficiles. Et là, il y a eu une mobilisation un peu partout en France pour essayer d'éviter que ça se reproduise avec une aussi grande ampleur. Donc, ils ont mis en place tranquillement ce projet-là de mobilisation nationale pour que les organismes du milieu fassent une cause commune, on se solidarise pour contrer l'isolement social des personnes âgées. Alors, ils ont mobilisé des acteurs dans un même collectif, des acteurs du milieu, de proximité, locaux, régionaux, puis ils ont identifié des ressources, des réponses locales, puis ils essayent de les diffuser pour que les gens connaissent plus les ressources, puis de développer aussi des nouvelles réponses aux besoins des personnes âgées qui sont plus isolées. La démarche commune fait en sorte que les organismes signent une charte qui s'appelle la charte Mona Lisa. Et il y a 3 niveaux d'intervention qu'on peut avoir dans Mona Lisa, 3 façons d'intervenir, d'être signataire de la charte. Quand on est allé en France au mois d'avril dernier, il y avait 414 signataires. Il y a des coopérations départementales qui se développent dans chacun des départements, comme nous, par exemple, dans chacune de nos MRC ou chacun de nos arrondissements de la ville, il y a des coopérations départementales qui se développent sur des projets précis qui concernent le département. C'est pour ça qu'il y a un côté très local, territorial. Puis il y a des équipes citoyennes qui se forment dépendant des problématiques pour intervenir sur certaines problématiques. Nous, ça nous a intéressé. Oui, il y a la petite étoile en bas sur nos diapos. C'est vraiment un petit flash pour vous dire pourquoi ça nous a intéressé. Ça nous a intéressé parce que c'est une approche territoriale qui est rassembleuse puis qui est ancrée dans une vie. Ce qui n'est pas toujours évident dans la situation actuelle de notre système de santé et services sociaux. Je pense que ça interpelle beaucoup les associations, mais dans Mona Lisa, il y a aussi des instances du réseau public en France. Je pense que c'est important de continuer à développer ces solidarités-là. Je vais vous donner un exemple. Nous, au CEVQ, on a accompagné, à l'Institut aussi sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, on a accompagné, on a fait un projet où il y avait une démarche territoriale, c'est-à-dire qu'on rencontrait des gens par petits secteurs pour faire un portrait sur le vieillissement dans la région de Québec. Mais on a divisé la grande région par petits secteurs, puis on a interpellé beaucoup d'acteurs, puis on a travaillé en partenariat, etc. C'était vraiment une approche participative. Et sur la côte-nord, ils nous ont demandé de les accompagner, eux, dans un projet pour se solidariser, pour améliorer les conditions de vie des aînés de la Côte-Nord. Et ce projet-là, évidemment, c'est pas la même ampleur qu'en France, il y a moins de monde aussi et les distances sont plus grandes, mais il y a quand même une 50aine d'organismes de la Côte-Nord qui ont signé une alliance pour travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des aînés. C'est un peu, Mona Lisa, c'est un peu dans ce sens-là. Comment on peut se solidariser sur un territoire où on a du pouvoir d'agir dans notre milieu pour améliorer les conditions de vie. Et eux, c'est pour améliorer aussi l'accompagnement des personnes seules jusqu'en fin de vie à domicile. Est-ce que ça va? Les gens de l'extérieur aussi, je sais pas. Ils sont là, ça va bien, okay. Tout roule. Vous n'avez pas raccroché encore, là? Okay. Et je mets un petit mot particulier pour les petits frères des pauvres, parce qu'à Québec, on a aussi les petits frères. Au Québec, on a les petits frères. Ils ont changé leur nom au Québec. Ils s'appellent maintenant les petits frères parce qu'ils trouvaient que ça correspondait plus à la réalité de maintenant. En France, ils ont gardé le terme des petits frères des pauvres. Et leur mission, c'est vraiment de rejoindre les personnes isolées. C'est peut-être un des organismes qui a développé le plus cette expertise-là d'aller rejoindre les personnes plus isolées pour s'engager à les accompagner. En France, ils sont présents, on disait, dans 12 régions administratives, mais au Québec aussi, ils sont présents dans nos régions administratives. Ils font des visites d'accompagnement, mécanismes de transmission pour accompagner les bénévoles, c'est-à-dire qu'ils favorisent vraiment ce qu'on a trouvé intéressant aux petits frères des pauvres en France, c'est vraiment, puis peut-être qu'au Québec c'est la même chose et que je le sais pas, mais il y a vraiment
un effort de fait pour accompagner les nouveaux bénévoles et transmettre aux nouveaux qui arrivent une capacité d'accompagner. Il y a des groupes de parole pour les bénévoles. Bon, je sais que ça existe aussi dans nos organismes au Québec. Et c'est pourquoi on a retenu ça, puis on veut reparler des petits frères. Ici au Québec, c'est les petits frères, et c'est dans leur capacité de rejoindre les personnes isolées, vraiment, dans la communauté, puis de les accompagner à long terme. C'est pour ça la transmission, c'est que vraiment, si un bénévole ne peut pas continuer, il y en a d'autres qui reprennent la relève, puis c'est vraiment un accompagnement à long terme. Et il y a aussi à Québec des travaux qui se font actuellement. Il y a un collectif qui travaille sur l'isolement social des aînés pour savoir où ils sont, comment les rejoindre, comment comprendre ce qu'ils vivent, puis comment intervenir. Il y a des outils qui ont été construits aussi dans un projet qui a été mené avec la FADOC. Donc, nous, ça nous intéressait aussi de voir que là-bas, ça se passait aussi. Et ce qu'on retient, comme je vous disais, c'est vraiment la transmission à long terme, la capacité d'aller chercher les personnes éloignées. Les initiatives qui sont à la deuxième étape, quand on commence à avoir besoin de plus de soutien à domicile. La première dont je vais vous parler, c'est À l'envie. En fait, c'est un organisme, c'est une association là-bas. Ici, on dirait un organisme à but non lucratif. À l'envie ressemble plus à nos organismes d'économie sociale. C'est pas fondé sur l'action bénévole. Ce sont des personnes qui sont employées, ce sont des auxiliaires familiales et sociales ou des auxiliaires, maintenant, je pense qu'ils appellent ça les auxiliaires de santé et services sociaux, ici, quand c'est dans le réseau. Puis, ici, on a beaucoup aussi d'organismes d'économie sociale qui offrent des services d'auxiliaires familiales et sociales. Ce qu'on a retenu beaucoup, j'en parle déjà, là, c'est vraiment leur modèle de gouvernance. Eux, ils ont formé ce qu'ils appellent des communautés d'auxiliaires, actuellement qui sont présentes dans une dizaine de villes en France. Et c'est la communauté d'auxiliaires qui prend les décisions par rapport à leur travail. Ça veut dire que les auxiliaires ont beaucoup plus de prise et d'emprise sur leur travail. C'est eux qui prennent c'est elles, parce que la plupart c'est des femmes là-bas aussi, mais c'est des auxiliaires qui prennent les décisions en petits groupes, qui sont responsables de leur emploi du temps. C'est entre elles, le petit groupe, qu'elles font leur horaire. Ils ont aussi des meilleures conditions de travail que auparavant en France. Donc, ici, je peux pas comparer avec les conditions de travail, mais je vous dirais qu'il y a un effort pour que les auxiliaires qui sont dans les associations en France aient des meilleures conditions de travail, ce qui est souhaité ici aussi au Québec. Puis, il y a des rapports égalitaires. La hiérarchie, et pour la France, c'est vraiment aussi significatif, mais même pour nous, la hiérarchie est moins grande. Les personnes prennent vraiment les décisions. Et ils font de l'aide à domicile, ils offrent compagnie, stimulation, tu sais, dans le fond, ils font des activités aussi à domicile pour stimuler, c'est pas seulement une offre d'aide à l'hygiène personnelle. Ils peuvent aider aussi lors d'une sortie à l'hôpital, etc. Ce qui nous a beaucoup interpellé dans cette forme de gouvernance-là, c'est vraiment une gouvernance inversée par rapport à ce qu'on connaît au Québec. Je dirais peut-être moins dans les organismes d'économie sociale, mais les auxiliaires du réseau de la santé et services sociaux ont vu l'organisation de leur travail transformée à travers les années, surtout avec les dernières années qu'on vient d'avoir dans nos changements dans le réseau. Je pense pas qu'elles aient cette autonomie-là et ce pouvoir de décision-là dans notre réseau. Je dis je pense pas parce que je vais être fine, mais ce qui nous a frappé là-bas, c'est comment la communauté d'auxiliaires décide par petits groupes, chacun dans leur ville, des horaires et du suivi de la qualité même, du recrutement des autres employés. Ce sont les auxiliaires. Par exemple, si dans une ville, il y a une communauté de 10 auxiliaires, c'est les 10 auxiliaires qui vont décider qui engage comme étant, s'il y a une auxiliaire à remplacer, etc. Donc,
dans nos réflexions à propos de cette initiative-là, ce qu'on croit, c'est vraiment que quand on a de l'emprise sur notre travail, on est plus motivé, on travaille mieux, puis on est plus valorisé. Et ensuite, on peut plus transférer notre expérience parce que ces femmes-là ont une grande expérience de travail. Le Centre national de soins palliatifs et de fin de vie, en fait, eux utilisent beaucoup les nouvelles technologies. C'est vraiment un centre pour informer le grand public, mais les professionnels aussi et les aidants aussi. C'est vraiment un centre où ils ont centralisé de l'information. Des connaissances sur l'intervention en fin de vie, mais des connaissances sur la fin de vie et sur les soins palliatifs et sur différentes, je dirais, problématiques qui concernent la fin de vie. Ils participent au suivi des politiques publiques, ils suivent les politiques publiques, ils transmettent des informations par des bulletins d'information. Vraiment, ils essayent d'informer la population. C'est une plateforme interactive dans le sens que, oui, ils se servent du web. Il y a une plateforme sur le web, mais il y a une ligne téléphonique, il y a des soirées débats. Ils ont fait un atlas national où il y a les ressources vraiment distribuées par région en France. Il y a des outils documentaires, je vous disais, mais en tout cas, ce qui nous a intéressé par ça, ce qui nous a interpellé, c'est qu'il y a une source d'information centralisée, mais pas juste d'information. La source d'information est animée. Puis il y a des rencontres, il y a des réflexions, il y a des partages, etc. d'informations. Donc, ils utilisent une banque informatisée, oui, mais il y a beaucoup d'animation puis de contact humain aussi là-dedans. L'avant-dernière étape, la Fondation France Répit, qu'on a nommée France Répit, et JAD, qui est Jeunes aidants ensemble. La Fondation France Répit, évidemment, toute la question du répit nous a interpellés beaucoup, parce qu'il y a toute la question aussi des aidants. Ici, le répit, c'est une question très préoccupante. C'est sûr, il y a l'épuisement des aidants, mais c'est une question qui, en tout cas, en principe, elle devrait être remise encore plus d'actualité là, si les promesses électorales sont maintenues. On devrait entendre parler davantage de répit prochainement. Mais en France, avec la Fondation France Répit, ils ont vraiment aussi une mission de promouvoir, de parler du répit, de regarder les formes de répit possibles, de parler aux gens, de faire la promotion des ressources de répit qui offrent du répit. Ils ont développé eux-mêmes une offre de répit qui est une maison pour les familles. Cette maison-là s'adresse aux gens de 0 à 60 ans, par contre, personnes malades, personnes handicapées. Comme je vous disais, c'est plus large le spectre que les personnes en fin de vie atteintes de cancer. C'est vraiment qui s'adresse à tout le monde qui avance dans le processus vers la fin de vie puis qui ont besoin de répit. Quand on dit 0 à 60 ans, c'est parce qu'ils reçoivent des enfants, mais ce qui nous a interpellés beaucoup dans cette fondation-là, dans cette ressource-là de France Répit, c'est que pour eux, il y a deux choses. Ils nous ont beaucoup parlé de leur vision du répit, qui est pas un temps d'arrêt, ce qui est pas seulement un temps d'arrêt, de repos, c'est pas seulement le répit, on le conçoit pas seulement comme on a besoin, l'aidant a besoin de se reposer, donc la personne à qui l'aide est apportée va aller 3 jours dans un lit de répit pendant que les aidants se reposent. Non, c'est vraiment dans un continuum. Donc, ils soutiennent des gens à domicile. C'est la maison qui s'adresse aux gens de 0 à 60 ans, mais il y a une équipe qui va à domicile et qui parle de répit en amont du besoin d'avoir des lits de répit. C'est vraiment de concevoir le répit d'une autre façon, sur un plus long terme, comme étant inscrit dans un parcours de vie. Et l'autre chose aussi qui nous a interpellés, c'est que ils parlent beaucoup de proche aidance, mais vu comme il n'y a pas un aidant, un aidé. On sort de la dichotomie aidant-aidé pour se dire chacun, souvent les gens qu'on dit aider ont un apport aussi. C'est vrai que les aidants parfois sont épuisés, c'est très difficile pour eux, mais en même temps, il y a beaucoup d'aidants qui nous disent oui, mais mon conjoint, ma mère, mon père m'aident beaucoup aussi ou m'ont aidé beaucoup. Donc, on est plus dans un mécanisme d'entraide familiale. Et ça, on trouve ça intéressant aussi d'aborder ça comme ça, plutôt que d'aborder toujours avec la notion de fardeau uniquement. Et JAD,
c'est vraiment la prise de conscience qu'il y a des jeunes qui sont aidants, des adolescents qui sont aidants. Et ça nous a aussi interpellés. On entend moins parler de cette réalité-là au Québec, mais elle existe aussi, comme partout ailleurs. Donc, c'était vraiment de rendre visible la situation des aidants mineurs et des jeunes adultes qui accompagnent quotidiennement un proche malade ou quelqu'un en situation de handicap. Et ils ont des activités où ils rassemblent les adolescents pour que les adolescents aient du répit, eux autres aussi, sortent de leur situation d'aidance, puis entre eux abordent, ils ont fait des ateliers de cinéma, ils ont fait des films sur leur réalité, etc., ou des films sur d'autres sujets qui les intéressent. Mais c'est vraiment, nous ont parlé des ateliers de cinéma comme étant un moyen d'animation, il y en a d'autres, mais c'est vraiment la reconnaissance de l'existence des aidants jeunes et de la nécessité de les soutenir aussi. Il y a des gens ici dans l'équipe Hermos, je me souviens, qui ont fait des études sur la fratrie, hein, des gens qui sont, c'est les frères, les sœurs d'enfants qui sont malades, qui sont en soins palliatifs et qui sont en fin de vie. Et pour terminer, il y a la question de l'hospitalisation à domicile qui avait été abordée dans le premier projet, le premier volet, qui était davantage axé sur les soins. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils nous ont parlé beaucoup d'hôpital à domicile, donc on vous en reparle même dans le volet psychosocial. Parce que, entre autres, il y a un projet, les hôpitaux à domicile, là-bas, il y en a plusieurs, il y en a plus de 300. Serge m'a envoyé un petit courriel ce matin, justement, à ce propos-là, Serge Dumont, disant qu'il y en avait 311, lui, quand il est allé. C'est vraiment autour de ça. Mais il y a un projet d'hôpital à domicile qui est en préparation au Québec. Et Serge Dumont est impliqué là-dedans avec une dame qui s'appelle Mélanie Gingras, qui est à la direction du SAPA, là, du CIUS de Québec. Donc, je voulais vous mettre ça, vraiment vous remettre ça sur la table, un projet, parce que là, vraiment, quand on a besoin de soins plus intensifs à domicile, c'est d'intensifier les soins, c'est important. Par contre, nous, ce qu'on a voulu mettre de l'avant quand on a vu les projets d'hôpital à domicile, puis on a voulu reparler au Québec, c'est dans et j'en ai parlé avec Serge d'ailleurs, mais dans le projet qui se développe au Québec, on espère que le volet psychosocial va être plus développé que ce qu'on a vu en France. Parce que pour nous, c'est deux piliers des soins palliatifs, des soins de fin de vie, puis on a besoin d'un volet psychosocial à domicile aussi, parce qu'on craint encore plus l'épuisement des aidants dans des situations comme celle-là, puis je pense que le volet psychosocial, il faut absolument en tenir compte. C'est notre message de ce matin. Alors, rapidement, peut-être des facteurs qui favorisent ou qui freinent l'implantation d'initiatives comme celle dont je viens de vous parler au Québec. En France, c'est pas nécessairement la seule porte d'entrée, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y avait vraiment un problème en France pour l'accès aux services, parce que souvent, c'est le médecin la porte d'entrée. Au Québec, ça fait longtemps. Écoutez, moi, je suis dans le réseau depuis les années 70 qu'on parle de elle va être où la porte d'entrée. Que je vous dirais que c'est très important de pouvoir bien aiguillonner les gens vers les services. Et ça demande de l'accompagnement parfois. Pas seulement qu'ils soient informés des services, mais être capable de les accompagner dans les services, surtout les personnes les plus isolées. Un des facteurs, c'est vraiment l'arrimage entre le public et le privé. Quand il y a un bon arrimage, ça fonctionne bien. Vous comprendrez que les facteurs ici, là, ils peuvent soit favoriser ou freiner, dépendant si ça fonctionne ou pas. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Le coût de certains services, parce que plus ça va, plus il y a des coûts rattachés aux services, en France comme au Québec, et ça peut, ce que les gens là-bas nous ont dit, c'est quand il y a des coûts, c'est sûr que ça peut, pour certaines personnes, ralentir ou freiner l'accès aux services. La reconnaissance des droits et de la place des aidants, je vous dis, on en parle de plus en plus, j'espère que ça va vraiment avancer aussi au Québec. Le financement des associations, ça aussi, ça fait partie des réalités québécoises. Le recrutement et les rôles du bénévole, c'est pas toujours actuellement les organismes communautaires sont vraiment dans un mouvement où ils ont besoin de recruter mais aussi de fidéliser. Il y a des choses qui se font au Québec pour ça aussi, essayer de recruter et fidéliser les bénévoles dans le domaine des soins palliatifs ou du vieillissement. Là-bas aussi, c'était vraiment, parfois ils ont de la difficulté à recruter. Les différences entre les départements et les municipalités, il faut être capable en même temps
c'est toujours le problème d'essayer de développer quelque chose qui va être accessible à tous, qui va répondre aux besoins de tous, mais en même temps des besoins qui sont parfois singuliers. Donc, comment arrimer les besoins singuliers? En tout cas, c'est vraiment c'est pour ça que Mona Lisa nous a intéressés, parce que Mona Lisa, c'est vraiment quelque chose qui se développe dans le milieu, par les associations du milieu. Bon, les partenariats entre acteurs. Je vous le dis rapidement parce que le temps avance, mais c'est sûr que quand nos partenariats fonctionnent bien, on a plus de chances que les projets avancent. C'est vraiment un enjeu de collaboration interprofessionnelle, intersectorielle. Et je ramène encore là l'idée que c'est vraiment important l'arrimage entre les soins et le volet psychosocial. Et il y a beaucoup de travail à faire au niveau du sentiment et des perceptions des personnes. On s'est aperçu que ça pouvait être un frein assez important. Comment on voit le vieillissement, comment on voit la mort. Exemple, pour le recrutement des bénévoles, c'est certain qu'il y a des gens qui veulent aller, je prends l'exemple de la maison Michel Sarrazin, il y a des gens qui veulent y aller, mais il y a des gens qui se disent non, moi je n'irai pas vers une situation ou des situations qui leur semblent difficiles à ces personnes-là dans leur perception à elles. Il y a aussi la sensation d'être envahi à domicile. Peu importe le service, peu importe qui va aller, les gens ont la sensation qu'ils vont être envahis dans leur domicile. Il y a aussi des inquiétudes d'être seul chez soi, mais là, je vous ramènerai aussi à une autre inquiétude qui concerne plus les bénévoles, qui est un sujet que je connais un peu plus. Je vous dirais qu'il y a aussi la peur des bénévoles d'être seul à domicile avec quelqu'un qui est malade et qui pourrait, ultime peur, disons, tomber ou même décéder pendant qu'ils sont seuls avec à domicile. Ça, c'est des craintes qu'on rencontre même en France. Arrimage des objectifs étatiques et associatifs. Hein. C'est vraiment dans nos partenariats d'arrimer, ici, on dirait, les services publics et nos organismes communautaires, comment on peut mieux les arrimer. Un accueil personnalisé, individualisé. Est-ce qu'il nous reste du temps? Vas-y, il reste encore 10 minutes. Bon, rapidement, les pistes d'intervention, parce que je voudrais qu'on se parle après aussi de pistes d'intervention d'après vous, d'avoir les réactions, mais on vient juste d'en parler, hein. Les perceptions, c'est important de revisiter les perceptions. Il y a des perceptions qui sont individuelles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des représentations sociales hein, qui se développent en groupe et on développe des représentations du vieillissement dans une société ou de la maladie ou de la mort qui sont pas toujours faciles ensuite qui fait que c'est pas toujours ensuite facile d'aborder ces sujets-là. Aussi, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment réfléchir sur cette idée-là d'aidant-aider et d'être capable de voir et de considérer ça de considérer les aidants et les aidés comme une entité, comme un tout qui sont en interaction, puis comment on peut les aider ensemble et comment on peut les considérer ensemble. L'exemple de la maison de répit qui me vient, là, de la Fondation Transrépit, c'est que non seulement ils reçoivent la personne malade pour du répit, mais ils reçoivent aussi la conjointe, les aidants. Ils peuvent même recevoir juste les aidants seuls si c'est l'aidant qui a besoin de répit. Et là-bas, il y a des services de soutien qui leur sont offerts, etc. Diversifier les possibilités parce que oui, de vivre le plus longtemps possible et même de pouvoir finir sa vie à domicile, c'est le souhait de beaucoup de monde, mais quand vient le temps de le vivre, c'est pas toujours la solution qui va être adoptée, puis c'est pas toujours non plus la solution la plus facile, fait qu'on se dit oui, favorisons ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent, puis s'ils ont des meilleures conditions, ils vont pouvoir le vivre, mais il faut pas voir ça comme l'unique solution qui fait que maintenant on serait comme obligé de rester à domicile, peu importe la situation. Bien évidemment, l'accès aux services. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'accès aux services, c'est que c'est pas tout de les répertorier puis de les faire connaître. C'est important d'accompagner les personnes pour qu'ils puissent accéder aux services. Et l'accès aussi est lié à la diminution des coûts, ou en fait, éviter l'augmentation des coûts et la privatisation. L'approche territoriale aussi, favoriser. Je vous donnais l'exemple qu'il y a au Québec, par exemple, pour améliorer les conditions de vie des aînés sur la Côte-Nord, où il y a une alliance qui s'est formée, mais je pense que ça serait important de soutenir ces mouvements-là de milieux qui se solidarisent. Favoriser la synergie entre les différents acteurs, comme à Mona Lisa ou à l'Envie, où il y a une synergie entre plusieurs acteurs du milieu.
favoriser la participation sociale des aînés, des aidants, l'implication des jeunes, ne pas oublier les jeunes là-dedans. Il y a des jeunes qui sont malades, des jeunes qui sont en fin de vie, il y a des jeunes qui sont aidants, proches aidants. Et j'arriverai à la période d'échange. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions par rapport